Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine, enregistrée depuis le Cercle des Parèges, une émission toujours organisée en collaboration avec nos partenaires Orange et la Maison Bianchi, ainsi que notre partenaire audiovisuel Y-Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en podcast. Elle sera également diffusée chez nos amis de Moselle TV et fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire. Avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Béatrice Agamemnon. Bonjour Béatrice Agamemnon. Bonjour à vous. Vous êtes bien installée? Ça va. Bien. Une fois n'est pas coutume, avec vous, nous recevons une élue qui a décidé de ne plus l'être. Ou presque. Du moins, vous avez renoncé à vos fonctions exécutives. Je m'explique. Depuis le 27 mars dernier, de votre propre chef, vous n'êtes plus ni adjointe au maire de Metz en charge des espaces publics, de la mobilité et des espaces verts, ni vice-présidente de la métropole. Vous occupiez ces mandats dans l'équipe de François Grosdidier depuis l'été 2020. Vous étiez auparavant déjà adjointe au maire durant le mandat de Dominique Gros. Nous reviendrons sur ce parcours avec Aurélia Salinas. Mais tout d'abord, explique-nous, Béatrice Agamemnon, pourquoi cette décision? Tout simplement parce qu'à un moment, on est un peu à la croisée des chemins. Alors moi, je suis directrice du CEREMA Est depuis juillet de l'année dernière. En deux mots, le CEREMA, c'est un établissement public d'État qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et qui travaille sur les mobilités, les risques, l'aménagement et l'environnement principalement. On accompagne les collectivités et de fait, avant j'étais directrice adjointe, quand je suis passée directrice, la question se posait du positionnement en tant que directrice par rapport aux affaires publiques locales, puisque j'interviens sur les territoires à titre professionnel. Et le fait de passer directrice me mettait difficilement en retrait sur certains dossiers. Et donc, en accord avec mon directeur général, on avait convenu que j'arrêterais mon mandat 1 an avant les élections municipales de 2026, c'est-à-dire au mois de mars. Alors, je précise parce qu'on me l'a déjà demandé, il n'y avait aucune incompatibilité. C'est vraiment parce que je trouvais que le positionnement pouvait être compliqué. Et puis, avec la campagne électorale qui s'annonce, avec les fake news qu'on voit sans arrêt, l'IA, etc., j'avais peur aussi que l'image de mon établissement public soit manipulée et que ça crée un certain nombre de problèmes. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et puis, je rajoute un dernier truc, c'est que la charge de travail, elle était quand même assez énorme, parce qu'un adjoint et un vice-président, ça a des délégations, mais ça a aussi beaucoup de représentations. Moi, je faisais partie de 42 comités d'administration, structures, etc., en plus des délégations du mandat, ce qui fait que les journées étaient très, très, très longues. Vous aviez dit une fois, je crois, chaque fois, vous deviez arbitrer entre 3 ou 4 rendez-vous. Oui, c'est ça. Alors, j'ai un agenda de fou, je pourrais à l'occasion vous le montrer. Et à tous les créneaux de 2 heures, en général, j'avais 2, 3, voire 4 réunions à des structures différentes. Et donc, il faut arriver à être présent un peu partout, donc on ne peut pas être absent tout le temps. Donc, il fallait à chaque fois arbitrer. Est-ce que je fais cette réunion professionnelle? Est-ce que je vais plutôt à cette réunion pour la métropole? Est-ce que je vais à celle-là pour la ville? Et c'est vrai que c'est un peu compliqué au quotidien à gérer. Cette décision de ne plus être en première ligne, elle a été difficile à prendre? Alors, difficile, c'est pas de pas être en première ligne, parce que moi, la notion de VIP m'est complètement étrangère. Les honneurs, ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Mais par contre, c'était les dossiers. C'est vrai qu'on avait des projets pour la ville, on a essayé de les mettre en place avec François Grosdidier. J'avais vraiment des superbes équipes à la fois à la ville, en espace vert, en mobilité, en transport. Et je trouvais que la dynamique, elle était là. Une très belle collaboration aussi avec mes collègues adjoints, élus à la ville, mais aussi tous les maires de la métropole, parce que c'est vrai quand on s'occupe des transports, on rayonne sur toute la métropole. C'était pour eux le sujet de préoccupation numéro 1 aussi. Donc c'est vrai qu'on avait énormément de réunions sur cette thématique-là. Et du coup, voilà, c'est tout ça qu'on abandonne et ça a été un peu compliqué. J'avoue que j'étais très émue le soir où j'ai dit au revoir au conseil municipal. Je ne l'ai pas fait au conseil métropolitain parce qu'il n'y en a pas eu. Mais j'avoue que ce jour-là, j'étais très émue et je ne pensais pas l'être parce que j'aime pas trop les effusions publiques. Et là, ça vous a un peu pris de... Ça a lâché. Ouais. Donc on va revenir sur votre parcours, mais c'est intéressant ce que vous dites voilà, sur la charge de travail. Ça
pose la question finalement aussi du statut de l'élu. Donc, vous êtes issu de la société civile, hein, on va y revenir. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on a dit, malgré aussi, on va y revenir aussi, les promesses qui avaient été faites par Emmanuel Macron sur le renouvellement de la classe politique, etc., ben, on ne peut pas avoir un job et occuper des fonctions. Je pense que c'est extrêmement compliqué. Alors, soit on a un job d'un certain niveau qui vous permet de vous organiser. C'était mon cas, donc j'arrivais à gérer les choses. En plus, moi, je suis fonctionnaire d'État, donc en plus, on a des autorisations d'absence, mais je les pratiquais très peu. Hein. Je préférais prendre des vrais congés, mais c'était une facilité. On est pris tout le temps et n'importe quand. On peut pas programmer un agenda sur 3 semaines en disant je suis à 80%, je serai pas là le mercredi. Ça marche pas comme ça. Ce qui fait que si vous n'êtes pas en profession libérale ou avec beaucoup de latitude professionnelle, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que donc il faut être retraité, quoi. Et alors le sujet des émoluments des élus, c'est quand même très très faible par rapport au temps de travail qui est fait. Donc on peut pas se permettre d'arrêter de travailler non plus. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué. Moi, je passais tous mes jours de congé sont passés dans le mandat quasiment. Donc voilà, c'est un sujet. Et il y a un deuxième sujet qui me préoccupait un peu aussi, c'est la représentation. Parce qu'en fait, quand vous êtes élu à la métropole, c'est un suffrage indirect. Et c'est vrai qu'en termes de programme, en termes de représentativité de la population, quelque part, vous n'êtes pas vraiment légitime. Parce que le président fait une campagne sur un projet, mais après et donc c'est assez bizarre. Et ça manque aussi cette reconnaissance de l'élu par la démocratie directe au Comcom et aux métropoles. Ce qui veut dire, donc le risque, voilà, c'est qu'on peut-être on n'arrive pas à enrichir, j'allais dire, le personnel. Il y a beaucoup de têtes blanches et grises dans les conseils municipaux. Avoir du personnel politique qui monte un peu en gamme, j'allais dire, parce que voilà, vous êtes ingénieur de formation, voilà, vous avez occupé plusieurs responsabilités, et malheureusement, son parti pris, hein, ça veut dire que la métropole et la ville et les habitants vont devoir se passer de votre talent, entre guillemets, ou non mais c'est vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un exemple, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que soit on est professionnel de la politique, soit on est peut-être profession libérale, soit on est retraité, mais sinon on peut pas apporter. C'est assez compliqué. Et je me souviens en précédent mandat, il y a des très jeunes qui ont été nommés adjoints et ils ont dû abandonner leurs études pour mener leur mandat. C'est pas acceptable, quoi. À un moment, moi, je leur ai dit, faites attention, c'est vos études, il faut votre diplôme, parce que vous allez tout perdre, en fait. Hein. D'être une femme. Voilà. On parle même pas de ça, parce qu'il y a aussi le fait d'être une femme, d'avoir des enfants, ça peut aussi s'ajouter. Est-ce qu'on peut être une femme, avoir des enfants, avoir un métier et être élue? Ouais. Alors c'est sûr que moi j'ai commencé la politique il y a pas très longtemps, finalement ça fait depuis 2014, 11 ans. Mes enfants la petite dernière avait déjà 11 ans, donc ça va. Elle comprenait, et puis c'est une décision qu'on a prise en famille. Conseil de famille, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Mais c'est vrai qu'on a des tout petits, c'est très très compliqué. Enfin, je sais pas comment certaines personnes font. Hein. Les collègues qui ont 4 enfants et des petits, je sais pas. Alors justement, le parcours. Donc c'était il y a 11 ans, vos débuts, vous étiez au comité de quartier de Devant-les-Ponts, c'est ça? C'est ça. Membre active. Et un jour, Dominique Gros se rapproche de vous. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors je me souviens toujours du 8 mai 2013. Il y a les cérémonies du 8 mai, je vois le préfet, je le salue, Dominique Gros, je le salue, il part, il revient, il me donne sa carte, il dit appelez-moi, on prend un rendez-vous. Je dis sur quoi? Prenez rendez-vous. Vous le connaissiez? Je n'étais pas élu, j'étais en conseil de quartier. Vous le connaissiez pas du tout, Dominique Gros, à part qu'il était le maire. Et puis j'appelle sa secrétaire, elle me dit c'est pour quel sujet? Et j'ai dit mais j'en ai aucune idée. Il m'a dit de prendre rendez-vous. Et c'est là qu'il m'a demandé d'intégrer sa liste. Et je me suis rappelé toujours la première chose que je lui ai dit, mais Monsieur Gros, je ne suis pas socialiste, donc je ne peux pas. Et donc c'est là qu'il m'avait expliqué qu'il faisait une liste très large où il y avait du MoDem, société civile, etc. Et puis on avait discuté en famille et puis j'ai accepté le job. Et il a toujours tenu compte de cet axe société civile. Donc ça, je lui en sais gré pour ça. Et vous, pourquoi vous avez accepté
Il y avait des craintes quand même de... Alors moi, je suis plutôt centre droit, donc c'était déjà la famille n'était pas très voilà. Mon mari est plutôt socialiste, donc il y avait quand même des discussions à la maison, c'était assez rigolo. Et à côté, ce qui m'avait semblé intéressant, c'est qu'en comité de quartier, on avait très très bien travaillé avec les équipes de la ville. J'avais compté une fois, on avait eu plus de 35 réunions publiques, enfin, c'est énorme, etc. Et j'avais trouvé que la collaboration était plutôt bonne. Voilà. Et c'est ça aussi qui a fait que je suis partie. Et puis la famille disait, c'est quand même rare qu'on te propose un poste comme ça dans une grande ville, hein, si t'es pas encarté, vas-y. Et quand il vous a dragué, entre guillemets, Dominique Gros, c'est quoi l'argument pourquoi il vous choisit, vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il trouvait que le travail que j'avais fait en comité de quartier était intéressant. Et de par ma formation, je pense que ce qui était plutôt sympa pour eux, c'est que j'étais capable de dire à mes collègues des citoyens que la ville se moquait pas d'eux parce que les études devaient être longues et il y avait du travail, ils se rendaient pas compte. C'est vrai que les gens se rendent pas compte en disant vous allez faire cette étude-là, ils se rendent pas compte du temps que ça prend, la complexité que c'est. Et donc j'arrivais des fois à leur dire non, ça, ils sont dans les temps, ils travaillent bien. Puis des moments, je les secouais aussi en disant là, vous moquez de nous. Mais en fait, j'arrivais un peu à faire la part des choses et des fois aussi défendre un peu les services et la ville. Parce que les gens ne connaissent pas ces métiers-là, donc ils ont du mal à les appréhender. Du coup, vous êtes élu puisqu'il gagne? Comment? Vous êtes élu puisqu'il gagne les élections en 2014. Ouais. Et alors, les premiers pas d'élu, quand on ne connaît pas du tout ce monde, je pense notamment aux conseils municipaux. Alors, ça n'a pas été facile pour moi parce que c'était un conseil qui était quasiment renouvelé. Donc en fait, c'était une équipe qui connaissait tout, qui avait ses codes, etc. Et donc il n'y a pas eu le moment d'intégration des nouveaux, on était 3. Et ça a été dur de trouver ses marques. Parce que mon premier conseil municipal, alors les Ordres de la République, c'est quand même impressionnant. Et j'avais beau avoir fait plein de réunions publiques avec des maires, etc. à titre professionnel. Hein. Je faisais des grands projets routiers, autoroutiers, donc j'avais des réunions de concertation, des fois il y a 300 personnes dans la salle, donc c'était pas le sujet. Mais là, les Ordres de la République, et c'est très codifié, un conseil municipal comme à Metz, on s'inscrit pour prendre la parole, on peut pas réagir et surréagir. Il y avait le coup des cavaliers. J'ai découvert le mot cavalier. Les cavaliers, c'est quand un cavalier, c'est qu'on parle d'un sujet pour parler d'autre chose. Puis ils arrêtaient pas de dire, vous faites des cavaliers, vous faites, puis de quoi ils parlent? Il y avait des choses comme ça assez rigolotes. Ouais, il a fallu comprendre un peu les codes, etc. Ce qui était pas très facile quand on intègre une équipe qui est déjà rodée et qui se rend pas compte que les nouveaux ils sont à la ramasse. Quoi. Puis il y a le côté théâtre d'un conseil municipal, politique, politicienne. Il y avait des gens quand même, des gens comme Séné Kadir, Thierry Jean, Richard Leger, ça parlait fort, ça faisait du bruit. C'était effectivement une scène de théâtre à des moments et ça donnait du spectacle. C'est beaucoup plus cadré là. Avec François Grosdidier, il veut pas qu'il y ait des remarques de ce type-là. Il ne veut pas qu'on applaudisse, qu'on crie, qu'on hue. Voilà, c'est beaucoup plus cadré. Mais à l'époque, c'était plus du théâtre, effectivement. Et vous êtes du coup élu au conseil municipal, élu à la métropole. Ouais. Mettre en scène les deux, comment vous y êtes parvenu? Est-ce que ça a été facile de... En premier mandat, c'était... Enfin, il faut comprendre que des fois, quand vous allez en représentation quelque part, vous avez la casquette de la ville. Et des fois, vous avez la casquette de la métropole. Et je pense que les gens, ils oublient ça. Ouais. Ils sont souvent sur leur commune, leur ville, leur quartier. Et quand on est là au titre de la métropole, on doit parler pour la métropole. Donc ça, c'est une posture qui n'est pas forcément évidente à avoir. Et puis moi, à la métropole, je m'occupais du projet métropolitain et j'ai pas été élue tout de suite. Hein. J'ai été élue quand on est devenu métropole en 2018. Vous pouvez juste dire ce que c'est le projet métropolitain? Le projet métropolitain, c'était les ambitions de la métropole. C'est Jean-Luc Baul à l'époque. Avec Jean-Luc Baul. D'ailleurs, hier, il m'a envoyé une photo parce que il y a quelques années, à la date d'hier, c'était l'anniversaire de la présentation du projet métropolitain de la métropole. Et ce qui fait que ça a été sympa. Parce qu'à l'époque, il y avait une guerre quand même entre Metz, la ville-centre, et les petites communes, avec une certaine défiance entre les uns et les autres. Et le fait de travailler métropole, projet métropolitain, les maires des petites communes ont compris que la ville de Metz avait besoin d'eux, c'est aussi les paysages, l'attractivité touristique, etc. Et puis eux, ils ont bien compris que la ville de Metz, c'était essentiel, parce que c'était tous les services métropolitains, les stades, les machins, etc. Et du coup, on a réussi à travailler ensemble, et je pense que ça a allié
les gens, et ça a été vraiment un élément assez fondateur à ce projet. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Vos premiers pas en politique, le mandat de Dominique Gros, ça se termine. Il ne se représente pas. Il ne se représente pas. La guerre est ouverte. Non, il n'y avait pas de guerre. Alors moi, je rappelle qu'entre-temps, j'ai intégré l'Aventure d'En Marche. Oui, ça c'est quelque chose. C'est pareil, on est venu me chercher. Vous avez été une des premières d'ailleurs à suivre le Madame Macron. J'étais dès septembre. Lui, il a commencé en avril. Et en septembre, j'étais référente. 2016. Voilà, on est venu me chercher en me disant on a besoin d'une femme. Apparemment, le mouvement voulait une femme. Voilà. Donc d'ailleurs, on allait discuter avec. C'est qui on un certain nombre d'élus qui étaient là. Qui étaient déjà qui étaient dans le mouvement. Alors il y avait Masseret, il y avait Liogé, il y avait Thierry Jean, voilà, un certain nombre de personnes qui avaient convoqué une réunion en me disant qu'il fallait que je sois référente, et ils ne m'avaient pas invitée à la réunion. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Donc je me suis invitée à la réunion, parce que je dis vous êtes gentils de parler de moi, mais sans moi. Et puis, je leur ai dit une chose que, je trouvais que ce que faisait Emmanuel Macron m'intéressait parce que, comme je vous disais, mon mari étant un peu plutôt socialiste et moi plutôt centre-droit, c'est vrai qu'aux élections présidentielles, il y a toujours un des deux qui faisait la tête. Mais par contre, on arrivait à se rejoindre sur plein de sujets. 90% des sujets, donc de société notamment. Et du coup, je trouvais que et la gauche et la droite, c'était intéressant en parlant projet. Donc moi, je trouvais ça super bien. J'avais rencontré Emmanuel Macron qui m'avait beaucoup plu, il est hyper intéressant. Il n'était pas encore président, c'était encore... Il n'était pas président, il a fait d'ailleurs sa première visite en tant que candidat à Metz. Avec un meeting à Blida. Avec un meeting à Blida, et puis on a été ensemble en Moselle-Est. Et donc, je suis devenue référente, et forcément, quand vous êtes référente, vous travaillez. On avait quand même 7000 adhérents dans le département de la Moselle, et puis beaucoup de projets. Voilà, qui ressortaient finalement de ce qu'on avait fait pendant la campagne électorale. Et du coup, je me suis dit, je ne suis pas plus illégitime que quelqu'un d'autre à apporter ma candidature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le mouvement m'a pas retenu. Il a retenu Richard Liogé. Pour les municipales, non, on parle des municipales. Et puis, en fait, l'idée, c'était de se dire... Avant les municipales, il y avait comme les législatives. Oui. Donc, Emmanuel Macron est élu. Donc, il y a les législatives derrière. Et là, vous n'êtes pas candidate ou... Ah non, je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas alors être candidate, là, pour le coup, je contrairement à Richard voulais pas. Liogé, par exemple, Belkir Beladat, Ludovic Mendes, je crois que c'était les trois qui avaient été élus. Avec quasiment la certitude d'être élu. Oui, voilà. Et là, d'ailleurs, Richard Liogé insistait pour que je sois candidate aux législatives sur la 3. Et en fait, avec mon mari, on avait vécu un peu de célibat géographique et on l'avait assez mal vécu tous les deux. Et je voyais le rythme du mouvement d'En Marche. En Marche, c'était, vous envoyiez un mail à 23h, enfin c'était Telegram. À 23h30, vous aviez une réponse, vous répondiez à minuit et ça allait jusqu'à 4h du matin. C'était non-stop. Et je me suis dit, vu tout ce qu'ils veulent faire, les députés, ils vont pas être 3 jours à Paris comme c'était classiquement le cas. Je dis, ils vont y passer leur semaine. Et du coup, voilà, la question de célibat géographique se posait. J'ai ma petite dernière qui avait 11 ans, j'avais encore mes enfants à la maison. Et c'est quelque chose que je voulais pas. Alors, on m'a accusée de pas être responsable, de pas être courageuse. C'était un choix. Et d'ailleurs, la seule personne qui a compris ce choix, c'est Dominique Gros, qui a compris que, voilà. Et donc, je me suis payé le luxe de refuser d'être députée. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais vous regrettez ? Moi, je l'ai fait. Non, je regrette pas du tout. Et le soir de l'élection, j'ai quand même 8 députés sur 9 marcheurs qui ont été élus. J'étais quand même très fière. Ouais. Bon, après, il fallait vraiment pas être doué pour pas être élu quand même. Hein. Ouais, voilà. Là, ils ont été élus. Après, il y a eu la démarche des sénatoriales. Alors là, pareil, là, pour le coup, on m'a demandé d'être tête de liste. Et puis bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Voilà. Mais c'était... Voilà, c'était le mouvement qui demandait. Donc après, justement, et alors, donc c'est marrant parce qu'on veut que vous soyez candidat aux législatives, on veut que vous soyez candidat aux sénatoriales. Logiquement, les municipales, pourquoi pas. Et puis, comme Dominique Gros prenait sa retraite, voilà, le champ était libre, on regardait un petit peu les candidats en présence. Moi, j'avais quand même toute une équipe, un projet, donc voilà. Par contre, Richard Liogé, tout le monde savait depuis très longtemps qu'il allait être candidat aux municipales. Et il était en marche. Il était en marche, mais premier adjoint du mandat. L'ancien premier adjoint. Après,
Richard n'avait pas essayé de faire alliance. Il m'a jamais demandé d'intégrer sa liste non plus. Enfin, donc en fait, là, pour repréciser, c'est les instances nationales qui tranchent à un moment donné. Voilà, vous étiez candidate pour avoir l'investiture, Richard Liogé également, et le national dit c'est Richard Liogé. Voilà. Donc là, vous prenez ça assez, à l'époque, on s'en souvient, enfin, c'était pas facile, j'imagine. C'est pas facile parce que l'investissement que vous aviez eu, justement. En fait, surtout que moi, j'avais le soutien du MoDem, des radicaux, de tout le bloc centriste avec des courriers du national et du local de soutien à ma candidature. Donc voilà, bon, c'est un autre choix qui a été fait. Et puis, bien entendu, après, c'est là qu'on voit que les notions de parti jouent parce que on a demandé au MoDem de retirer son soutien à ma candidature parce que sinon, ils n'auraient pas un soutien à Grenoble ou à Dijon ou ailleurs. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et mon équipe a dit, bah non, on a un projet, on y va quand même. Vous y allez quand même. Et donc, je suis allée quand même. En dissident, enfin à l'époque, on appelait ça comme ça, je me suis payé le luxe aussi d'avoir un premier encart dans Le Monde de personnes virées du mouvement. Ah, d'accord, voilà, j'ai eu droit à un petit article. Vous êtes une des premières à avoir été virée dans Marche, c'est ça? Voilà. C'est votre titre de gloire. Hors harcèlement, hein, bien sûr. Oui, mais pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, de mœurs, j'allais dire. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, cette aventure... Vous y allez, vous faites 6%, c'est quand même quelque chose d'être candidat. Il faut 55 colistiers, enfin 54, plus moi. Faut les trouver. Il faut avoir un projet. Vous aviez en plus une liste qui avait plutôt une belle allure. Hein. Vous avez réussi à être il y avait des gens comme Dominique Hennequin, de la société civile notamment. Il faut trouver de l'argent. La campagne a coûté 78 000 €. J'ai fait un emprunt de 50 000 €. Voilà, d'où l'enjeu des 5%, parce que si vous faisiez moins de 5%, vous n'étiez pas remboursé. C'est pareil, hein, conseil de famille, parce que vous êtes d'accord que si je ne fais pas 5%, c'est pour nous, quoi. Voilà. Non, c'est un risque, voilà, ça a marché. Et puis, forcément, après, il y a le Covid. Et puis, donc, vous faites combien alors vous faites 6%, je crois. 6,8, un truc comme ça. Au premier tour. Tour. Et ensuite, donc voilà. Et du coup du coup, en fait, je voulais arrêter. Vous vouliez arrêter. Je me dis, c'est bon, voilà, on va laisser les deux têtes de liste se départager. C'est-à-dire François Grosdidier. François Grosdidier et puis Xavier Bouvet. D'accord. Et Charles Liogé était sorti aussi du jeu aussi. De toute façon, on savait, et c'est aussi pour ça que je m'étais présentée. Moi, je le voyais en tant que référente, les appréciations que les gens avaient de Richard, qui n'étaient pas forcément très positives. Et je savais que le score de Richard, que je sois là ou pas là, ce serait pas très haut. Mais bon, ça, c'était l'analyse que j'en avais au vu des retours terrain. Voilà, donc mon équipe, j'en parle à l'équipe forcément, mes 54 colistiers, et puis ils me disent, écoute, le projet il est beau, parce qu'on avait vraiment bien travaillé le fond, et discute avec les deux candidats, et s'il y a un des deux qui prend le projet, on y va. Et mon équipe était quand même plutôt 70% en gauche, 30% droite. Hein, voilà, c'était quand même une liste qui penchait un peu à gauche. Naturellement, vous imaginez plus aller vers Xavier Bouvet. J'aurais dit, mais même François Grosdidier, parce que et en fait, voilà, les discussions étaient un peu particulières avec Xavier Bouvet qui voulait seulement un soutien. Et par contre, François Grosdidier est venu en disant, j'ai regardé ton dossier, tes projets, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça je voudrais mettre en œuvre avec toi, etc. Et finalement, j'ai rapporté les deux discussions entre Xavier Bouvet et François Grosdidier à l'équipe, et ils ont dit, on va avec François Grosdidier. Est-ce que ça a été un cas de conscience quand même quand on a été pendant 6 ans avec un maire socialiste? C'est sûr que ça m'a fâché avec toute mon ancienne équipe. Hein. De gauche, de basculer avec quelqu'un qui est de droite et bien de droite. Certains ont encore du mal à me dire bonjour. Voilà, c'est encore maintenant. Là, il y a encore eu des. Il y en a quelques-uns, Ils sont rancuniers. Et c'est bizarre parce qu'en politique, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, Dominique Gros, dans son livre, disait qu'il fallait savoir faire des alliances. Et d'ailleurs, lui-même a été un ministre d'ouverture. Hein. Mais pour moi, ça allait pas. Moi, je n'avais pas le droit, lui, il pouvait. Voilà, donc oui, il est très dur avec vous dans son livre. Ah oui, il est très dur. Il parle de mépris. Ah oui, il était. Vous n'avez pas eu le sentiment de trahir? Il prenait sa retraite. En quoi je trahissais? De trahir tout ce que vous avez fait pendant 6 ans? Non, parce que j'avais un projet, donc on mettait en place un projet. En fait, une ville de Metz, c'est un peu à la limite entre la posture extrêmement politique et la posture projet. Et moi, j'étais sur la posture projet.
Mais quand maintenant vous entendez, parce qu'il le dit toujours, alors que ça fait un petit moment qu'il est élu, les caisses vides, François Grosdidier, alors que vous étiez dans cette municipalité des caisses vides. Par rapport au mandat moi, précédent. J'aime pas trop quand on parle toujours du passé. Ouais. Pour moi, faut pas. On est dans une dynamique. Par contre, Dominique Gros savait, parce qu'il l'a dit plusieurs fois en réunion des élus et des adjoints à laquelle je faisais partie. Il y a le conseil du maire qui était tous les lundis matins et j'en faisais partie, que ce serait très dur pour son successeur parce qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Donc il le savait. Donc voilà, après les caisses vides, etc., je laisse l'appréciation aux uns et aux autres. Mais il savait, Dominique Gros, en partant, que ce serait très compliqué d'avoir les moyens d'investir. Il y a eu des négos avec François Grosdidier sur le champ d'intervention, la compétence d'adjoint. Il faut vraiment tout savoir. Hein. Ouais, oui, ça s'appelle sans filtre. C'est sans filtre. C'est vrai. En fait, François m'a demandé tout de suite de m'occuper des transports et des mobilités. De par mon parcours, hein, j'ai été pendant très longtemps, c'est pour l'Assemblée, chef de service transport aussi, donc je m'occupais oui, c'est un domaine que vous connaissez, toutes les mobilités, à la fois, je travaillais pour l'État, j'étais Andréal, je m'occupais du ferroviaire, du fluvial, du routier, de l'autoroutier. Donc voilà, c'est des sujets que je connaissais, de la sécurité routière, enfin tout ce qui tournait autour de la thématique transport. Et il m'a dit, je veux que tu t'occupes de ça à la métropole. Ouais, ok. Et je veux du coup que tu t'occupes du sujet mobilité à la ville. C'est notre compétence. Je dis, ouais, mais moi, je m'occupais des espaces verts. Et à l'époque, j'avais pas de moyens. Avec Dominique Gros, ça, c'était aussi un petit sujet de dissension entre nous. C'est que ses priorités, c'était éducation et culture. Et donc, à un moment, il a demandé de faire des économies très, très fortes. Hein. Il y a plus de 38 postes qui n'ont pas été remplacés aux espaces verts. On m'a baissé vraiment... Dominique Gros, vraiment beaucoup diminué les budgets d'investissement. Et on a fait des miracles avec rien, quoi. Là, je rends hommage aux équipes. Et donc, avec François Grosdidier, on avait évoqué la ville-jardin, le développement de la renaturation de la ville. Il faut aussi préparer la ville à des températures de plus 4 degrés, donc ça en fait partie. J'avais parlé des mobilités douces, etc. Et j'ai dit, écoute, je voudrais garder les espaces verts. Et il les avait promis déjà à quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai insisté. Et comme j'avais les mobilités, ce que je lui ai proposé, c'est d'avoir les espaces publics. Pourquoi? Parce que quand vous plantez un arbre dans un parc, c'est une délégation ville, compétence ville. Si vous plantez un arbre en voirie, c'est une compétence métropole. C'est subtil. Hein, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, je dis, si j'ai la voirie et les mobilités, je vais m'occuper des pistes cyclables, du stationnement, ce genre de choses. C'est de l'espace public. Et puis les arbres, ils sont dessus. Donc du coup, il a accepté, ce qui fait que ça faisait des délégations qui étaient interpénétrées entre la ville et la métropole. Et ce qui fait que ça a permis de mettre en place des projets plus facilement, parce qu'on se posait plus la question, est-ce que c'est de ma compétence ou pas? Parce que c'était intriqué, quoi. Voilà, petite subtilité. Et c'est pour ça qu'on a des projets qui ont bien avancé. Et dans tous les projets de voirie, de mobilité, il y a des espaces verts qui sont plantés, des arbres, etc. Parce qu'on a pu combiner les deux compétences. On reviendra peut-être sur votre bilan, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est, vu que vous avez participé aux 2 mandats et que vous avez eu deux maires différents, vous avez maintenant une liberté de parole presque totale, j'ai dit, mais vous l'avez jamais trop perdu. Quelles sont les différences? Vous l'avez un peu évoqué sur la manière de tenir un conseil municipal, mais sinon, quelles sont les différences entre un maire comme Dominique Gros et un maire comme François Grosdidier dans la relation qu'ils ont à la ville, avec les élus, la manière de faire de la politique Ils sont à un point commun entre les deux, ils sont tous les deux très très politiques. Voilà, en surveillant un peu partout ce qui se passe, en mettant des pions. C'est des politiques, hein, des vrais de vrais, tous les deux. La différence principale, c'est que Dominique Gros était plutôt dans des intentions, dans un programme un peu large, et c'était les équipes qui mettaient ça en place avec les élus de la ville, avec le cabinet qui était très impliqué, j'étais plutôt un maire qui regardait ça un peu plus haut, on va dire. Et François Grosdidier, par contre, est très très impliqué, mais même dans des niveaux de détail qui sont très importants. Il connaît parfaitement ses dossiers. Il est bluffant. Enfin, pour quelqu'un, je suis quand même technique, hein, on va dire, en termes de profil, c'est quelqu'un qui est bluffant, tant par sa connaissance technique et administrative de tous les sujets de la ville.
Et voilà, de ce côté-là, il est vraiment très très bon. Et du coup, ben, forcément, il est un peu partout. Alors sur mes sujets, il m'a laissé beaucoup de liberté parce que ben, c'était aussi un peu mon métier. Donc on était plutôt en arbitrage sur certaines thématiques, certains sujets. Mais il est plus impliqué au quotidien sur les détails, le choix de matériaux, le choix d'un parti d'aménagement, d'un parti architectural ou autre, quoi. Vous n'êtes jamais senti bridé parce que c'est quand même, on l'a qualifié d'hyper-maire, qui parle beaucoup, qui laisse pas forcément beaucoup de place à ses adjoints. Vous vous êtes jamais senti... Moi non, il m'a jamais embêté, il a jamais contrôlé ce que je faisais. Même en réunion publique, il faisait l'intro et je continuais. Enfin, j'ai eu de la liberté avec lui. Enfin, il faut le reconnaître. Il avait pris des engagements quand on a fait l'Alliance et il les a tenus. Et vous vous êtes toujours senti à l'aise dans sa majorité, parce qu'il a quand même eu des prises de position avec le préfet, un peu dures avec les journalistes, avec la presse. Alors, avec le préfet, moi j'étais très gênée, hein. Je suis quand même agent de l'État, donc le préfet, moi je le voyais très régulièrement, donc j'étais un peu vraiment gênée. Ça n'a pas empêché qu'on avait des relations très cordiales avec le préfet, mais c'est vrai que sur certains dossiers, c'était un peu compliqué. La seule chose qui m'a gênée une fois, c'est on demandait des subventions, notamment pour le Métis et puis les bus à hydrogène. Et à ce moment-là, il a attaqué frontalement le gouvernement. En tant qu'agent de l'État qui a instruit des dossiers de ce type-là pour le compte des ministres, c'est pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Il vaut mieux plutôt être très courtisan, on va dire, et ce qui fait qu'on a des dossiers qui ont été un peu mal gérés, on va dire. Mais voilà, après c'est son caractère. Hein. Et c'est quelqu'un qui accepte qu'on lui dise, ben non, vous vous trompez ou. Oui. Ouais. Alors, c'est comme tout, hein, les gens, c'est. Mais il y a des sujets, je suis revenue plusieurs fois en disant, écoute, je te propose ça, etc. Par exemple, l'aménagement de la rue Serpenoise, je lui avais dit, écoute, j'ai appris qu'il fallait refaire tous les réseaux avant la fin du mandat. Ils étaient tellement abîmés qu'il fallait les refaire. On va tout casser. Je dis, c'est peut-être pas bon de tout casser, et vu l'état de la rue Serpenoise, est-ce que ce serait pas judicieux de la réaménager et faire un truc sympa? Ah non. Et puis, vous voyez, au bout d'un temps, maintenant, on a la Serpentine, on a un beau projet. Mais à la base, c'était pas dans son idée, et puis, ça a cheminé, puis c'est parti, quoi. Alors, on parlait j'en parlais de votre bilan, entre guillemets. Sur ce mandat-là, parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, en tout cas en tant qu'adjointe et vice-présidente, quels sont les dossiers sur lesquels vous êtes plutôt satisfaite d'avoir bien avancé? Et question classique, quels sont ceux qui ça vous embête, vous auriez aimé aller encore un peu plus vite? Globalement, tous mes dossiers, j'aurais bien aimé les finir. Déjà, voilà, ouais. Ça c'est évident. Les sujets sur lesquels je suis très contente, c'est un peu les sujets voirie mobilité que j'évoquais tout à l'heure, parce que je pense que maintenant c'est rentré dans la culture des services de ne pas faire de pistes cyclables sans désimperméabiliser les sols, sans planter d'arbres, etc. Et pareil pour les projets de voirie, il n'y a plus de projets de voirie sans pistes cyclables, sans prise en compte des piétons, sans prise en compte des arbres, etc. Ça, c'est rentré dans la culture. Et je pense que ça, c'est vraiment bien. Les collègues élus, c'est pareil, ils ont bien compris ces thématiques-là. Je crois que c'est un joli succès. On a lancé énormément de choses. Le Métis a peut-être certes du retard, mais bon, il avance bien. C'est un projet qui avance bien. Là, on a commandé tous nos bus. Le réseau cyclable, je suis assez fière parce qu'on a quand même vraiment bien développé. On a presque 50 km de pistes cyclables dans Metz, ce qu'il n'y avait pas, donc c'est chouette. Et puis la végétalisation de la ville, je pense qu'on a fait un très bel effort. C'est vrai que maintenant, on a planté, j'avais compté presque 50 000 arbres entre les grands et les petits dans toute la ville en 4 ans, ce qui est quand même énorme. Du projet municipal que vous aviez en 2020 qui vous a fait choisir justement François Grosdidier parce qu'il a accepté de le porter, qu'est-ce qui reste? Je me souviens qu'il y avait l'idée de la ville du quart d'heure notamment, qui était une idée forte, ça par exemple je l'ai menée en douce, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'en développant des pistes cyclables, en améliorant le réseau de transport, parce que là aussi, on a beaucoup travaillé sur le réseau de transport avec tous les élus de la métropole. La première chose que j'ai faite, c'était leur dire qu'est-ce qui manque comme bus pour vous, qu'est-ce qui ferait que ça irait mieux.
Et on a tout de suite mis en place des services supplémentaires. Et là, avec les élus, on a travaillé sur la restructuration du réseau de transport complète. On a mis tout à plat, il y a eu plein d'ateliers, il y a plus de 2000 personnes qui ont été consultées, toutes les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre de notre métropole. Et là, on propose un réseau qui aura de la gueule, entre guillemets, qui a déjà de la gueule parce qu'on y a bien travaillé, mais on a injecté quand même plusieurs millions d'euros. Et avec ce réseau, on arrive à répondre à la métropole de la demi-heure, la ville du quart d'heure. La seule chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'au bout pour répondre à ces sujets-là, c'est réimplanter des services vraiment pour que tout soit à moins d'un quart d'heure. Mais par exemple, sur les espaces verts, maintenant, au centre-ville, on a un espace vert à moins de 200 mètres de chaque habitation, par exemple. Et donc un lieu de fraîcheur en cas de canicule, etc. De par votre parcours, on vous interrogera dans quelques minutes sur votre vision que vous avez de la politique nationale, enfin, du mouvement macroniste, et puis peut-être que vous avez regardé, comme certains, comme beaucoup peut-être, Emmanuel Macron à la télé mardi. Mais avant, peut-être des questions encore sur le local. Donc là, vous vous retirez de vos fonctions exécutives, mais est-ce que, enfin, c'est définitif, on ne vous verra pas sur une liste pour les prochaines municipales? Alors, je reste conseillère municipale et conseillère communautaire, donc François Grosdidier me l'a demandé. Et il m'a demandé de repartir avec lui pour la suite dans ce cadre-là. On verra ce que ça donne. Il me l'a demandé. Mais ça serait forcément pas en position voilà, un peu symbolique. J'ai dit ça peut être à la fin, etc. Il me dit non, je préfère en position éligible. Donc on verra. On verra. Il y a plein de négos, il y a plein de candidats. Ouais, voilà. On verra. Quel regard vous portez sur le puzzle qui est en train de se mettre en place là côté socialiste, Bertrand Merz qui sort du lot avec Charlotte Leduc pour les Insoumis. Il y a Ludovic Mendes qui dit qu'il est en train de discuter avec tout le monde, qui est macroniste. Ouais, quel regard vous portez Ludovic, sur s'il tournera vers côté François Grosdidier ou sur le côté socialiste. Oui, on va voir. Je trouve qu'il y a beaucoup de candidats sur la gauche. Ouais. Bloc central, on a François Grosdidier, il y a Ludovic Mendes qui est un petit peu intermédiaire. Il y aura peut-être Emmanuel Lebeau, on ne sait pas. Et moi, j'ai toujours très peur du Rassemblement national. Alors, bon, a priori, Laurent Jacobelli ne sera pas sur la liste, mais il suffit qu'il soit quand même un support ou au moins en affichage avec le candidat. Moi, ce que j'ai dit à François Grosdidier, c'est qu'il faut se méfier de l'effet télé. C'est quelqu'un qu'on voit à la télé, Laurent Jacobelli, qui parle beaucoup, qui est très visible. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs qui maintenant votent parce qu'ils voient quelqu'un à la télé. Donc moi, ça m'inquiète un peu. Si vous allez sur une liste de façon symbolique, ce sera forcément celle de François Grosdidier. Vous lui serez fidèle? Ce serait compliqué de critiquer un mandat auquel on a fortement contribué. Enfin, je sais pas. Vous l'avez fait. Ouais. Vous l'avez fait. Voilà. Vous l'avez fait. Hein. Vous avez participé au mandat de Dominique Gros et vous avez quand même un peu critiqué le mandat auquel vous aviez participé. Non, pas tant que ça. J'ai critiqué les volumes financiers qui avaient été mis en place sur les espaces verts. Après, la culture et l'éducation, je pense qu'on a fait des chouettes trucs avec, en éducation, la remise en état de certaines écoles. Et puis à la culture, c'est vrai que Constellation, c'est un vrai succès. On ne peut pas leur enlever, ça. Donc, non, là, il faudrait proposer un projet fondamentalement différent, mais celui que je pourrais proposer ressemble quand même beaucoup à celui qu'on fait aujourd'hui. La ville plus verte, plus résiliente, plus durable, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on développe les sujets culture un peu plus, tout ce qui est jeunesse aussi. Sujets nationaux, politique nationale. Là aussi, quel regard vous avez eu sur l'évolution de ce qu'on peut appeler le macronisme depuis 2017, puisque voilà, on l'a évoqué, hein, vous étiez dans le mouvement à l'origine. Comment vous voyez son évolution et comment vous voyez la fin de mandat actuel d'Emmanuel Macron? Alors, le jour où Emmanuel Macron a arrêté de s'occuper d'En Marche, ça a changé. C'est devenu un parti. Un vrai parti et puis un mouvement. C'est quand à partir du moment où il était élu, c'est ça ou... C'est les 6 premiers mois de sa présidence
il a décidé de prendre du recul hein, par rapport au mouvement, et ce qui s'entend très bien, hein, c'est normal. Et là, à l'époque, il y avait Castaner qui était délégué général. J'étais au bureau exécutif à l'époque. Et c'était de la politique politicienne en disant on va remettre nos amis, voilà. C'était assez spécial et je pense que ça a vraiment dérivé comme un parti. Voilà, avec les compromis, les arrangements, les places, etc. Et l'état d'esprit qui était plutôt axé projet et gauche et droite est un petit peu parti. Mais il y a des gens formidables à Renaissance, comme il y a des gens formidables au PS ou ailleurs. Mais voilà, moi, ça m'a un petit peu frappé. Ça aurait été bien qu'il continue de s'occuper du parti, du coup, Emmanuel Macron. Ça aurait été bien qu'il continue de s'occuper... Qu'il continue à insuffler cet état d'esprit, hein, qui a un peu disparu parce qu'il n'était plus là. Je me souviens aux premières législatives, là, qu'on évoquait tout à l'heure, c'était Castaner qui était délégué général. Il dit on fait comme d'habitude, on va reprendre les candidats habituels. La semaine d'après, il revient. On avait réunion tous les lundis soirs. La semaine d'après, il revient. Il dit j'ai Emmanuel Macron. Il veut vraiment qu'on élargisse à la société civile, donc on va faire des appels à candidats. Voilà, c'était ça en fait la différence. Du coup, après, ça a dévié sur les habitudes. Voilà. Donc vous n'étiez plus, vous l'avez raconté, expliqué, vous avez été exclu du mouvement, mais vous avez toujours gardé, alors je ne sais pas si le terme est une fidélité ou un appui vis-à-vis du président de la République. On a communiqué encore très longtemps. Hein. Là, je ne l'ai plus fait parce que il a autre chose à faire. Au-delà du relation, mais je parle politiquement. Est-ce que mais politiquement, en fait, Renaissance, ça m'a étonnée parce qu'ils font comme les partis, mais ils m'ont jamais demandé de revenir chez eux. Par exemple, on disait qu'ils n'avaient pas d'élus locaux. À la rigueur, j'aurais pu revenir à Renaissance en étant adjointe et vice-présidente, et ça, on me l'a jamais proposé. Alors, je pense que c'est le local qui avait une petite dent contre moi, mais j'ai trouvé ça bizarre. N'importe quel parti, ils ont un dissident, mais après, ça les arrange, ils les récupèrent. Voilà, j'y serais retournée, mais ils m'ont pas proposé, donc voilà. Et maintenant, je regarde ça d'assez loin. J'ai gardé beaucoup de contacts avec des anciens de Renaissance, hein, et qui aussi retrouvent pas trop l'état d'esprit du début, quoi. Qui était formidable, hein, faut quand même pas l'oublier. Toute la séquence politique, dissolution, tout ça, vous avez eu quel regard sur tout ça? La dissolution, j'ai pas compris, je suis comme tous les Français. Hein. Voilà. Donc, c'était une erreur, mais c'est facile de le lire après. Et puis aujourd'hui, il faut reconstruire la vie politique. Et c'est vrai qu'on a quand même 3 gros blocs et je sais pas, c'est pas facile. Vous êtes chez Horizon, je crois? Oui. Pourquoi vous avez choisi Horizon? Parce que quand j'étais au bureau exécutif, Édouard Philippe était Premier ministre, et il venait régulièrement. Et j'avais vraiment apprécié l'homme, sa vision du pays, le travail qu'il faisait. Voilà. Je trouve qu'il a un peu changé, il était beaucoup plus allant, beaucoup plus force de proposition. Là, il est un peu plus en retrait en ce moment, mais il se prépare, je pense. Voilà. Mais j'avais vraiment apprécié. Vous voulez jouer un rôle au sein d'Horizon localement, sans avoir de mandat? Est-ce que vous participez aux réunions avec, c'est Pierre Cuny qui anime au niveau départemental, mais est-ce que vous allez jouer un rôle même de la présidence, un rôle militant, j'allais dire? Oui, en principe, on travaille là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup de réunions pour l'instant. Mais ça va monter en puissance. Mais vous avez envie? Alors après, il ne faut pas oublier qu'Horizon, c'est plutôt un parti d'élus. Et donc, l'enjeu pour Horizon, c'est de trouver des militants. Hein, parce que on fait pas une campagne sans militants qui vont mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, qui vont essayer de convaincre les gens. Et certains élus ont un peu de mal à le faire. Donc voilà, il faut qu'on ait une masse critique de personnes qui aident à la campagne. Donc ça va être l'enjeu d'Horizon. Donc j'avais proposé d'y contribuer à ma modeste place. Donc, mais Horizon, c'est centre droit. Votre parcours, on l'a vu, est assez, toujours centriste, mais en ayant travaillé avec des gens et de gauche et de droite. Ça, vous pensez que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir, je fais pas allusion encore une fois au macronisme, c'est très particulier avec l'application d'Emmanuel Macron, mais c'est pas possible aujourd'hui vraiment de réussir à travailler avec quelque chose d'assez ouvert, à gauche et à droite, parce qu'Horizon, finalement, on sait que ça va aller de plus en plus vers la droite. Ça penche très à droite. Il y a des fois, il y a certaines personnes qui penchent très à droite, et ce qui effectivement me dérange.
Au niveau national, avec les partis, c'est très très compliqué. En fait, on l'a vu à Metz, c'est que j'étais Horizon. Quand il y a eu les sénatoriales, je m'étais engagée avec Horizon sur le candidat au sénatorial. Il y a Khalifé qui a été candidat un peu dernière minute, c'était 3 semaines avant l'élection LR, et on m'a reproché d'avoir voté Horizon. Alors je dis mais je suis Horizon depuis toujours, ça fait depuis 6 mois qu'on prépare une candidate, etc. C'est normal. Et voilà, et c'est ce sujet de parti qui finit par perturber tout. Et au niveau national, et c'est ça qui a eu la peau de Renaissance, c'est que des fois ils penchaient à gauche, des fois ils penchaient à droite, et du coup à chaque élection il y avait des alliances différentes. Et on l'a vu au municipal, il y a des élus qui ont été choisis qui étaient plutôt LR, d'autres qui étaient plutôt Modem, d'autres qui étaient plutôt PS. Et c'est vrai qu'on perd les gens comme ça. Et je pensais que c'était faisable. Au niveau national, je pense pas. Au local, on essaye, mais il y a toujours ce sujet des élections intermédiaires qui peuvent perturber tout le monde. Dernière question avant de passer peut-être la parole à la salle s'il y a des questions. Depuis, je crois, là, je l'ai dit, c'est le 27 mars que vous avez annoncé officiellement la fin de vos mandats exécutifs. Bon, vous vous sentez mieux? Vous vous sentez soulagé? Vous avez une charge mentale en moins? Comment on se sent? Ou on se sent au contraire un peu désœuvré? Même si vous avez encore des... En fait, j'ai peur du désœuvrement. En toute sincérité. Vous avez peur du désœuvrement? Ah ouais, j'ai vraiment peur de ça, parce que partir avec énorme... Enfin, moi j'étais prise de 6h à minuit tous les jours. Donc c'est vrai que, voilà. L'autre soir, je suis rentrée à 19h à la maison, ça m'était pas arrivé depuis des années. Mon mari me regardait, il dit ça va, je dis voilà, c'est bizarre. Et ça m'a amusé. On est parti en vacances à La Réunion, on va juste début avril, et je reçois un appel du Républicain Lorrain pour des interviews. Et là, j'ai pas les éléments. Puis d'un coup, je dis mais c'est plus mes délégations. Je suis désolée, il va falloir appeler quelqu'un d'autre. Et là, ça m'a fait bizarre. Et c'est vrai que c'est du temps qu'on gagne, quoi, clairement. Ouais. Mais bon, j'ai peur du vide derrière. J'avoue. Bon, c'est pour ça qu'on vous reverra certainement ici ou là, j'imagine. Mais après, il y a des mandats associatifs, on peut faire d'autres choses. Donc voilà, on peut s'accomplir sans faire de la politique. C'est ça, donc je vais voir quelques associations qui me plaisent bien. La question, c'est de savoir si vous avez vraiment attrapé le virus vraiment et de la politique pour ne pas pouvoir vous en passer ou de vous accomplir autrement à côté de votre activité professionnelle. L'avenir me le dira. L'avenir nous le dira. Béatrice Aganon, merci d'avoir joué le jeu de Sans Filtre. Merci à nos partenaires Orange et Maison Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission. Ce sera le 19 juin. Merci, à bientôt. Merci à vous.